Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Naïsam Jalal, bienvenue à vous. Vous êtes flûtiste, compositrice. Votre nouvel album a pour titre Ala Agaïb. Je l'ai bien prononcé? Parfait. Ala Agaïb, ça veut dire les merveilles. Zeyna Abirached, merci d'être avec nous. Vous êtes dessinatrice. Votre BD Terminus Liban est publiée dans la revue 21. Et puis Chaouki Amari, bienvenue. Vous êtes écrivain. Votre roman L'Âne mort est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est déjà édité chez Barzac. En Algérie, avant de vous donner la parole à tous les trois, Connexion Paris. Connexion Paris avec l'humoriste Kamel Abdad. Merci d'être avec nous, Kamel. Vous êtes dans les coulisses de l'IMA Comedy Club, l'Institut du monde arabe, qui donne le micro à 15 artistes dont vous faites partie. 15 artistes passés par la télévision, le web, mais aussi les grandes salles ou les scènes ouvertes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce festival ? Bonjour à tous, bonjour à Chaouki, bonjour à vos invités. Donc, d'abord, j'ai un copain qui est organisateur, donc d'abord, c'est ça. Et puis surtout, c'est vraiment être en contact avec d'autres humoristes. J'ai déjà travaillé avec certains, d'autres, je ne les connais pas. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir et d'échanger, surtout de découvrir de nouvelles formes d'humour. Et voilà. Alors qu'il s'agisse c'est ce brassage-là qui m'intéresse. Ce brassage qui vous intéresse, alors qu'il s'agisse du monde arabophone ou francophone, on a découvert pour certains ou redécouvert pour d'autres que l'humour algérien était au top, très inspiré depuis le début du mouvement de contestation. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise cet humour algérien? Quelle est sa patte? L'humour algérien est très très spécial, on a beaucoup d'humour. Il faut dire que pendant les périodes les plus noires de l'Algérie, que ce soit la décennie noire ou même les années de dictature qui continuent, on a beaucoup d'humour. On a toujours fait passer des messages avec l'humour, que ce soit des journalistes comme Chaouki, que ce soit nous, les humoristes. Et maintenant, c'est le peuple algérien qui nous dépasse quelque part. Les manifestants ont beaucoup plus d'humour que moi ou que d'autres humoristes. Et ce qui se passe sur le web est extraordinaire, vraiment. L'humour algérien est très... et on le vit au quotidien. C'est pas la scène. C'est vraiment quelque chose c'est un sport national, quoi. L'humour sport national en Algérie. Et pour finir, peut-être un mot sur justement ce mouvement pacifique que connaît l'Algérie depuis quasiment un an. Le 22 février, ça fera précisément un an. Vous gardez toujours espoir de voir les choses changer en profondeur ? En profondeur, ça ne viendra pas tout de suite. Ça prendra peut-être quelques années. Le système est toujours le même. Il y a eu des nominations, il y a eu des changements de façade, mais j'y crois. Sinon je ne resterai pas en Algérie. Je continue à faire mon métier en croyant, en ayant l'espoir que l'Algérie un jour s'ouvre à la démocratie, s'ouvre à la tolérance et à tous les enfants d'Algérie. Merci beaucoup, Kamel Abdad, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous participez à l'IMA Comedy Club, à l'Institut du monde arabe à Paris. Je me tourne vers vous, Chaouki Amari. Vous gardez le même espoir que Kamel Abdad s'agissant de la suite des événements en Algérie ? Oui, bien sûr, mais je suis moins pessimiste que Kamel Abdad. C'est connu, tous les humoristes algériens sont pessimistes. Non, et le romancier que vous êtes ? Les romanciers, non, par contre, en général, sont optimistes. Ouais. Non, j'ai plus d'espoir. D'abord, on a accompli une phase importante. On a démis un gouvernement, un président. Pas un système, bien sûr, mais un système, ça ne se change pas en 6 mois. Et le fait est que maintenant, on passe à une autre phase. Donc, les gens, ils disent qu'il y a une espèce d'essoufflement du mouvement. Non, c'est un creux de la vague. Parce qu'il y a une nouvelle constitution qui va arriver. Après, effectivement, rien n'empêche les Algériens de ressortir une fois que les mauvaises décisions sont prises. Kamel Abdad est pessimiste, je le salue et je comprends, mais... Vous gardez, vous, espoir de votre côté. Bien sûr. Zeyna Abirached, le Liban, lui aussi, connaît un mouvement de contestation, mais à la différence de l'Algérie, depuis maintenant quelques jours, c'est devenu très tendu. C'est un mouvement qui reste pacifique dans l'ensemble, mais il y a désormais des affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, ça m'inquiète. Ça m'inquiète doublement parce que je suis loin. Comme je vis à Paris, j'assiste à tout ça avec un sentiment d'impuissance ou de... Oui, c'est ça. Mais bon, je suis aussi très optimiste et j'essaie de garder ce qui est
ce qui était très beau dans ce mouvement, c'est-à-dire les premiers temps, c'était le fait que justement tout le monde soit dans la rue, toutes les confessions, tous les âges, toutes les générations, pour demander la même chose. Et je me dis que si on arrive à garder cette moelle épinière, c'est certainement, on va certainement vers un changement positif. Il y a eu un nouveau gouvernement, oui, comme en Algérie d'ailleurs. Oui, oui. Tout ça est très récent en fait. Ça n'a pas apaisé les choses? J'ai pas l'impression. Après, c'est vrai que comme c'est un mouvement qui dure, là ça fait déjà 3 mois, c'est vrai, nécessairement, il y a des phases justement des creux de vague, des moments où c'est... Que disait Chaouki exactement, Amari, on se rejoint là-dessus, des moments où c'est peut-être plus difficile que d'autres, mais on est là. Les aspirations restent là. Je dis là. même si je suis loin, parce que un peu comme tous les Libanais qui sont à l'étranger, on est un peu coupé en deux, oui. Naïsam Jalal, je me tourne aussi vers vous parce que vous êtes né de parents syriens, mais bien entendu, on va parler de votre album et de l'Égypte notamment. Vous rendez hommage à ce pays que vous connaissez bien. Vous connaissez aussi le Liban. Vous y avez déjà joué? Oui. Comment assistez-vous à ces événements? Est-ce que vous êtes partagé? Est-ce que vous craignez aussi la suite? Eh bien, je vais dire que j'ai pas eu beaucoup d'amour ou de respect pour le peuple libanais jusque-là. C'est-à-dire, non mais je dis ce que je pense. Et en fait, le jour où j'ai vu les Libanais de différentes confessions se donner la main, là, je me suis dit, ah ouais, là, respect. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Enfin, j'ai vécu 7 ans entre Paris et Beyrouth. Et c'est vrai qu'à Beyrouth, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Je trouvais que les gens étaient durs. Et que non seulement ils n'aimaient pas les Palestiniens, ils n'aimaient pas les Syriens, ils n'aimaient pas les Arabes, mais même entre eux, ils ne s'aimaient pas. Et je trouvais ça vachement dur, en fait, au quotidien. Sur la question des Palestiniens et des réfugiés, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi les partisans et les défenseurs, il y en a d'autres. En tout cas, vous avez senti ces crispations? Ah oui, complètement. Et puis, pour avoir été vraiment proche des communautés palestiniennes au Liban, leurs conditions de vie, elles sont ultra dures parce qu'il y a énormément de racisme. Et justement, pour la première fois, j'ai vu les Libanais s'unir et même remettre en question ce racisme, remettre en question cette xénophobie. Et j'ai trouvé que c'était très courageux et je suis 200% solidaire. Voilà, le coup de foudre entre Naïsam Jalal et le peuple libanais. Zaina Abirached, vous avez décidé dans votre bande dessinée, qui paraît, on l'a dit, dans Revue 21, de remonter un peu le fil de l'histoire, de nous faire revivre au fond les heures illustres de ces voies ferrées. On en a déjà parlé d'ailleurs sur TV5 Monde dans des reportages qui franchissaient les chaînes du Mont Liban jusqu'à d'autres montagnes que l'on appelle l'anti-Liban pour atteindre la Syrie, que vous connaissez bien, Naïsam Jalal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exhumer ce passé au juste? Eh bien, c'était il y a 2 ans, tout simplement. Je suis tombée au hasard d'une balade au Liban. Je suis tombée nez à nez avec une petite bâtisse en pierre jaune, avec 2 petites fenêtres, un toit de tuiles à moitié détruit. Et puis, ce qui ressemblait à un quai de gare, avec l'armature de banc en bois disparue, mais l'armature en fer était encore là. Et c'était une émotion très forte. Alors, l'émotion de la beauté de cette ruine, évidemment, qui était envahie par la végétation. Et aussi, c'était l'émotion d'un souvenir qui m'était revenu à ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans. Le souvenir d'une petite maison tout à fait similaire que je voyais tous les jours sur le trajet en allant à l'école. Et qui était un peu pour moi le synonyme d'une... c'était les années de guerre au Liban. Et pour moi, cette petite maison j'avais fantasmé en tout cas que c'était un peu le synonyme d'une vie paisible. Un havre de paix au fond dans le Voilà, chaos. Exactement. Et ce jour-là, donc c'était en août, il y a 2 ans, je me rends compte d'un coup que cette petite maison que je regardais tous les matins sur le trajet de l'école, c'était en fait une gare. Par la fenêtre de la voiture, c'était une gare. C'était une gare. Et j'ai décidé comme ça, avec l'ami avec qui j'étais ce jour-là, de retrouver toutes les gares de ces anciennes lignes de chemin de fer. Il y en a 2 au Liban, une ligne côtière et une ligne qui va de Beyrouth jusqu'à Damas et même un peu plus loin, mais donc dans les territoires. Et on s'est pris au jeu comme ça. On voit la carte d'ailleurs, c'est très pédagogique aussi. Le premier train s'était lancé en 1895. Oui, c'est ça, pendant l'Empire ottoman.
au moment de ce qu'on a appelé les Tanzimat, donc les réformes dans tous les, des réformes globales en fait, qui ont entre autres donné le début du chemin de fer. Et ce qui est amusant, parce qu'évidemment j'ai fait des recherches, parce que c'est fascinant en fait, ça dit quelque chose, bien sûr de l'époque, mais aussi de la géopolitique, de l'histoire, enfin. Et je me suis rendu compte que donc c'était une décision ottomane, que les gares donc étaient des gares de construction française, que les rails sont belges et que les locomotives sont suisses. Donc ça dit aussi quelque chose de ce Levant qui a été traversé par toutes les civilisations, les langues, les influences. Francophone pour le coup là. Oui, pour le coup francophone, pour le rail en tout cas. Et ensuite, pendant le mandat français, la deuxième ligne a été mise en circulation. C'est la ligne côtière, donc la plus facile des deux en fait, puisqu'elle suit le relief de la côte. Et ce qui est intéressant, c'est que la ligne que les Ottomans par laquelle les Ottomans ont démarré le rail est la ligne la plus difficile à tracer. Et c'est intéressant parce que pendant très longtemps, les territoires que cette ligne traverse ont été protégés par les habitants, puis par les autorités locales qui voulaient absolument éviter que ces routes-là soient carrossables pour que l'autorité ottomane n'arrive pas à pénétrer dans les territoires. Ils ont comme ça... sauvegarder une certaine identité dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, quelque part. Alors, aussi. Le dernier train en circulation, c'était quand? C'était du côté de la côte, de Jounieh à Tripoli. Oui. On est là en 1989. Oui, c'est le tout dernier. Le tout dernier. Je vous demandais pourquoi. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie? Quelle est la métaphore? On imagine que ce n'est pas innocent. Les troubles avaient commencé au Liban quand vous avez pris la plume pour dessiner, ou c'était en gestation? Eh ben, en fait, le mouvement de la Thawra a commencé le 17 octobre et j'avais commencé à écrire cette histoire quelques jours avant. Et comme ça m'était déjà arrivé au moment où j'écrivais Le Jeu des Hirondelles, une de mes bandes dessinées en 2006, il y a eu comme comme deux époques qui se sont chevauchées, percutées. Ouais. En fait, l'époque de l'écriture, donc là on est dans les années 50, et puis celle du présent. Et c'était très étrange pour moi au début d'écrire une histoire qui se déroulait, principalement dans les années au siècle dernier en fait, et de ne pas... Mais vous aimeriez au fond qu'il y ait encore, parce que le train, ça représente par définition le mouvement, l'interconnexion entre les régions du monde, entre les peuples, entre les cultures. C'est ce passé aussi que vous aimeriez voir renaître, au fond, peut-être? Oui, alors bien sûr, c'est le mouvement, c'est aussi l'idée de la frontière, parce que je pars du constat que le Liban, aujourd'hui, est une île d'un genre très particulier. C'est une île terrestre, puisqu'on ne peut plus aller par voie de terre, ni par la frontière sud. On ne peut plus traverser la frontière sud et on peut, aujourd'hui un peu plus, mais pendant la guerre en Syrie, on pouvait difficilement traverser la frontière nord. Donc je pars de ce constat-là, que c'est un tout petit territoire, un confetti, ils disent dans la revue 21, qui est une île terrestre. Et c'est aussi pour ça que le train m'intéresse, parce que au-delà de la nostalgie de cette époque cosmopolite et que mes grands-parents ont connue en fait, et qui nous a servi, nous, à rendre notre présent plus supportable pendant la guerre. C'était les échos de ce passé joyeux et qui, je pense, qui nous ont aidés aussi à survivre. Au-delà de ça, c'était surtout de parler justement de la frontière et de la mobilité, tout simplement, qu'on a moins aujourd'hui. Bel hommage à travers votre dessin que l'on reconnaît bien désormais dans Maghreb Orient Express. Et pas seulement. On va passer à la musique avec vous, Naïsam Jalal. L'Égypte d'hier et d'aujourd'hui donc sont au cœur de votre nouvel album. Vous rendez hommage à celle que l'on surnomme en arabe Dunya, la mère du monde. Quel est votre rapport à ce pays, l'Égypte? C'est un rapport très fort, puisque j'ai vécu là-bas mes années de jeunesse, de l'âge de 19 ans à l'âge de 22 ans. Et j'ai étudié la musique arabe là-bas. Et ces années que j'ai passées à étudier la musique arabe et aussi à apprendre à parler l'arabe, parce que je ne le parlais pas en France quand j'étais petite, c'est des années qui ont été très formatrices pour moi, et très fortes et très intenses et très dures. Et aujourd'hui, je pense que dans mon discours musical, dans ma personnalité, il y a un héritage énorme
et de la musique égyptienne et de ces années que j'ai vécues là-bas et qui m'ont formée à devenir l'adulte que je suis aujourd'hui. Ouais, et d'Alon Abédé, on voit d'ailleurs des musiciens, Farid El Atrache, Kalsoum notamment, Omar Sharif aussi. On va regarder un extrait de votre clip Al Mahadiya. Naïsam Jalal, un mot peut-être sur ce morceau? Le Mahadiya, c'est le nom, ça veut dire la passeuse ou la traverseuse. Ouais. Et c'est le nom qu'on donne à la barque qui peut nous faire traverser d'une rive à l'autre du Nil, là où il n'y a pas de pont. Donc c'est un pont, c'est une barque, mais on s'en sert là où il n'y a pas de pont. Les merveilles, El Agayeb, pourquoi les merveilles? C'est mère des merveilles et des invraisemblances, mère paradoxale de dignité et d'humiliation, terre brûlante comme l'amour qu'on lui porte et libre comme le rire de ceux qu'elle porte. C'est beau. Qui dit ça? Un artiste que vous connaissez bien? Non, c'est moi qui ai écrit ça. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas Saïd Darwish. Saïd Darwish, il a dit la mère des merveilles. Et il vous a inspiré. Et il m'a inspiré. Parce qu'en fait, dans sa chanson, il dit Masriya El Agayeb. Et donc, ce qui est dingue dans ce mot, c'est que Agib, en arabe, ça veut dire à la fois ce qui est merveilleux, mais aussi ce qui est étrange. Ce qui est étrange, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce qui dérange. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui est fou en Égypte, c'est vraiment toutes les contradictions, tous les contrastes qu'il y a dans la vie égyptienne entre la douleur du peuple et son rire. Tout à l'heure, l'Algérien, le comédien algérien qui parlait, Kamel Abdat, voilà, il parlait du fait que c'était un sport national, l'humour en Algérie, mais s'il allait en Égypte, il deviendrait fou. Les Égyptiens, c'est le summum du rire, quoi. Et vous êtes, on imagine que vous êtes régalé, hein, ça va de la musique classique à la musique religieuse ou mystique, en passant d'ailleurs par la musique populaire. Il y a les cabarets, on voit les rues des quartiers pauvres. C'est un album assez particulier que vous nous offrez aujourd'hui. Oui, c'est un album très différent de ce que je fais d'habitude, puisque en général, quand je compose de la musique, je compose ma musique. Je compose la musique que j'ai en moi. Et là, j'ai pas composé ma musique, j'ai composé de la musique égyptienne. Et c'était une façon pour moi de me réconcilier avec l'Égypte, parce que j'ai quitté l'Égypte et je suis restée 11 ans sans y aller. Et quand j'y suis retournée, voilà, ça a été un choc pour moi, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à cette terre. Et j'ai eu envie de lui rendre hommage en composant cette musique aussi, voilà, comme un acte de réconciliation. Un acte de réconciliation. On a parlé des trains, on a parlé de l'Égypte. On va maintenant prendre la hauteur, les montagnes en Kabylie, en Algérie, avec vous, Chawki Amri, romancier donc. Vous êtes aussi géologue d'ailleurs. Et parfois, il y a dans votre roman d'ailleurs, on voit qu'il y a l'aspect scientifique des choses. Quand vous parlez de la molécule d'eau, notamment de la densité des nuages. L'Âne mort, donc, édition de l'Observatoire, c'est déjà paru chez Barzac. Tout commence par une bonne blague, hein. 3 Algériens désœuvrés qui prennent ensemble un café. Racontez-nous un peu le rapport qui unit ces jeunes. En fait, j'ai oublié, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais ouais, ça commence comme ça. Non, c'est pas vrai, ça commence pas comme ça. Pas tout à fait. Non, ça commence en Kabylie, non, je viens d'en rappeler. Où il y a un libraire qui cherche un livre introuvable. Ah, libraire, c'est fascinant d'ailleurs. Mais les journalistes, c'est quoi je suis même journaliste, on ne lit pas les livres qu'on présente. Ouais. Et donc, en fait, le premier chapitre, ça se passe en Kabylie. En Kabylie. Il y a un mystérieux personnage, Adjib, comme dirait mon ami, qui cherche un livre que personne n'a, qui est introuvable, qui, si ça se trouve, n'a jamais été écrit. Ensuite, effectivement, on rebascule vers Alger, qui est pas loin de la Kabylie. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est à peu près il y a 100 km. 100 km Alger, à peu près, ouais. Et la Kabylie. Et la Kabylie est connue pour, d'abord, ses montagnes, sa topographie particulière. Les Djurdjura, notamment. Le Djurdjura, exactement. C'est la chaîne centrale de Kabylie. Hein. Mais il y a d'autres chaînes. Je parle sous le contrôle de Slimane Zredor, que je viens de voir, qui lui est de Kabylie, mais n'est pas du Djurdjura. Donc il va parler d'autre chose. Et donc la Kabylie étant une région, on va dire, topographiquement difficile d'accès, parce que c'est des montagnes un peu comme les Alpes, d'ailleurs c'est la même formation géologique.
Ouais. C'est plus facile d'aller se réfugier là-bas, d'autant plus qu'il y a une sociologie particulière. Ils ont une espèce de haine ancestrale du pouvoir, qu'ils soient d'ailleurs algériens ou romains, français, turcs, vandales. Un aspect rebelle. Rebelles, hein, ils détestent même les extraterrestres. Et donc, il y a une facilité pour fuir d'Alger, parce que dans l'histoire, il y a une espèce de fuite, c'est un road movie. C'est un road movie sentimental, donc on a ces 3 jeunes-là qui vont arriver dans les montagnes. Mais non, ils sont pourchassés, en fait. Ils sont pourchassés, avec un Allemand dans leur coffre. Hein. Let me finish my book, please. En français, please. Et donc, ils sont poursuivis par un commissaire à la retraite à qui les 3 ont... Enfin, il y a eu un accident. Ils ont tué l'âne en le faisant tomber dans la piscine de... c'est compréhensible. Oui, on comprend. L'âne tombe dans la piscine, il se noie, il meurt. L'âne, qui est l'ex-âne du code de l'ex-commissaire, qui s'est reconverti dans les affaires, avec lequel il a grandi, et donc le fils de l'âne. Et je crois que les ânes n'ont pas de fils d'ailleurs. Mais je crois que c'est son fils. Et donc ils le font tomber dans la piscine. Les 3 jeunes d'Alger, c'est clair. Ouais. Bel hommage en tout cas. Et donc après, ils se noient dans la piscine. Ils essaient de le réanimer. Donc ils ont du bouche à bouche, des massages cardiaques. Et c'est assez compliqué de faire un bouche à bouche à un âne. Et donc après, ils sont obligés de s'enfuir avec l'âne dans le coffre, avec une voiture qui est obligée de s'arrêter toutes les heures parce qu'elle chauffe. En fait, c'est un road movie, mais qui s'arrête toutes les heures. Voilà. Et avec, bien entendu, en Kabylie, je filme. Ils se réfugient et ils tombent sur ce personnage qui va leur parler de manière énigmatique d'Apulé, notamment. Ouais. Que représente pour vous, on le présente Apulé comme le premier romancier sans doute de l'humanité, premier romancier algérien, mais même de l'humanité. On est en 125 après Jésus-Christ. Il y a 2000 ans à peu près. 2000 ans. Pardon. Que représente... Il y a débat là-dessus. On considère que c'est le premier romancier de l'histoire. Et pourquoi cet hommage ? Ça veut dire romancier, c'est dans la forme narrative du roman. Avant, on écrivait, bien sûr. Mais c'était plus des contes, des fables, des légendes. Ouais. Et donc, il est considéré comme le premier romancier de l'histoire. Donc, à double titre, pour moi, qui suis un romancier, qui essaie de faire la même chose à 2000 ans, il y a un hommage à faire. Et à deuxième titre, en tant que premier écrivain et algérien, il me semblait logique de faire un hommage. Il n'était pas très connu, Apulé, on l'a un peu oublié dans l'histoire. Son nom berbère, c'est Afoulaye. Afoulaye. Ouais. Apulé, il y a déjà il y avait un clin d'œil. Et le clin d'œil est d'autant plus intéressant qu'à 2000 ans d'écart, on se rend compte que finalement, on a encore les mêmes problématiques. Hein. La magie, l'âme insondable de l'être humain, le rapport homme-femme, la sexualité, et tout ça. Quoi. Et voilà. 2000 ans après, on a réglé. Et 2000 ans après, il faut lire L'âne mort de Chawki Amari. 2000 ans après, il y a ça. Voilà donc, on va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence Atmosphère. Zeyna Birached, décidément, vous offrez 2 coups de cœur, mais vous allez en commenter un, je vais le choisir. Alors, vous avez choisi le spectacle La Lune en plein jour, 2 et avec Marina Tomei. C'est au Théâtre de la Huchette à Paris. Et je vais vous demander... Tous les lundis, voilà, vous l'avez dit. Et puis Instagram, Thaoura, artiste. Oui. Thaoura, c'est la révolution en arabe. C'est la révolution. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est une page Instagram où beaucoup d'illustrateurs libanais, pas toujours connus d'ailleurs, postent régulièrement. Enfin, c'est une page qui relaie des dessins plutôt de dessinateurs, illustrateurs libanais. Et c'est l'occasion de découvrir en fait de nouveaux artistes et aussi d'être en contact avec cet humour dont on parle depuis tout à l'heure. Les Libanais ne sont pas en reste. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours épatant de voir comment, comment en quelques minutes, la créativité, l'humour, l'autodérision. Voilà, donc c'est une page que je consulte régulièrement. Il y en a plein d'autres en fait, mais celle-ci est assez... Mais celle-ci est à voir. Eh bien, message est noté. Naïsam Jalal, le rappeur Oslob. On écoute un extrait de la chanson Almadia. Non, Almadia, on l'a écouté tout à l'heure. On va écouter un extrait d'Oslob. تذكرت ايام الاولى صديق طلب اللجوء خبرني الفوتي مع الشنطه صعبه خلي لي الشنطه معك لانه فايت قبلك صحيح انا ملبك لكن بساعد الصيني فات والهندي فات والتركي فات بمشهد وبعدني ناطر الطابور طويل وفي ناس ناموا هون كل الليل. Le rappeur palestinien Oslob, Naïsam Jalal, vous continuez à être en relation avec cet artiste. Pourquoi ce coup de cœur ? Et puis un concert peut-être d'abord ? Oui, alors on sera en concert le 4 avril à la Maison de la Musique de Nanterre dans le cadre du festival Banlieue Bleue avec Oslob. Et en fait, pourquoi ce coup de cœur ? Parce que Oslob, je le vois régulièrement et il m'a fait écouter son nouvel album qu'il prépare, qui sortira le 27 mars, que personne n'a eu la chance d'écouter d'autre que moi et qui est absolument magnifique. Donc voilà, je voulais... on a hâte de le découvrir alors. Chawki Amari, 2000 ans après, Apulé, vous avez choisi comme coup de cœur le chanteur Jam. On va écouter le titre Dinar.
Dinar du chanteur Jam, Shaoki Amari. Qu'est-ce qui vous a plu chez cet artiste? Justement, je ne savais pas qu'il fallait justifier son choix, donc j'ai même pas révisé. Je trouve la musique, c'est pas le meilleur extrait, mais la musique est pas C'est entraînant, hein, il est reggae. C'est pas le meilleur extrait, mais ouais. En fait, ouais, on peut philosopher. Je suis journaliste par ailleurs, donc je peux parler pendant 1 heure des sujets que je maîtrise pas. Ce morceau est... Là, on me dit dans l'oreillette qu'il vous reste 1 minute et pas 1 heure. D'accord, vous avez 30 secondes. Non, je peux justifier mon choix, que j'ai fait dans le taxi d'ailleurs avec Amandine. C'est vrai qu'en même temps, de voir l'extrait, c'est déjà le justifier, c'est franchement très frais. En fait, ça parle en gros pour boucler un peu l'histoire, des difficultés de vivre. La cherté de la vie. Quand on est jeune, ouais. Et le prendre avec beaucoup d'humour et d'autorisme. Ouais. Ça se voit pas, mais c'est un morceau très... Dinar étant la monnaie algérienne. Merci beaucoup, Shaoki Amari. L'Anne-Mort, édition de l'Observatoire. Merci à vous également, Zaina, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Naïsam. Également, on vous suivra bien entendu tous les 3 prochainement. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur TV5 Monde.